Salut, c'est Guillaume Canet. Bah non, c'est Robin Doux, David Désastreux, le podcast sous opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui on est le jour 6 de Cannes, bienvenue à Cannes, bienvenue à celles et ceux qui viennent nous rejoindre, qui sont curieux des petits avis de ces nouveaux films, je sais pas trop, en fait j'essaie d'improviser un petit peu à chaque fois l'introduction. Gardons les bases qui sont simples. Cannes numéro 6, jour 6. On enregistre à 1h du mat, c'est parfait, je dis on. Je suis tout seul encore une fois, mes colocs sont encore une fois en train de regarder un film de 3 heures. Quel courage ils ont. Aujourd'hui n'est pas coutume, on va pas parler que de la compétition, même la compétition est plutôt rare. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film en semaine de la critique, un film en compétition et un film à Cannes première. C'est un beau programme qui nous attend. On va donc commencer par ce qui était personnellement une plutôt belle attente de ce festival, avec Un fantôme utile de Ratchapoum Boonbun Chachoke. Bon, la prononciation est très compliquée. Désolé si je me trompe, j'ai dû très certainement me tromper. Pourquoi j'attendais ce film ? Parce qu'on me l'avait plutôt bien vendu. On m'avait dit, tu verras, c'est un film loufoque, un aspirateur qui est hanté par un fantôme, et on t'en dit pas plus, mais va découvrir le film, c'est une petite folie. Donc j'y suis allé ce matin, 8h30, et ben comment vous dire que le réveil a été plutôt corsé, effectivement, c'est une petite folie. Le pitch est suffisamment vendeur, hein. T'as un aspirateur qui est hanté par un fantôme, et à partir de là, il y a toute une histoire qui va se créer autour de comment ça se fait que cet aspirateur soit hanté par un fantôme, qu'est-ce que ça me raconte du fantôme, et comment le film va construire autour de ça tout un univers, tout un truc, des lois qui vont être régies sur l'aspect fantomatique. Clairement, le film a été, alors je peux pas dire une bonne surprise parce que je m'y attendais, mais c'est carrément un super film. On va commencer direct par ce qui marque quand tu finis le film, c'est que clairement il y a deux parties très distinctes. Il y a la première partie, le film fait 2h10 à peu près, donc on va dire il y a la première partie qui occupe toute la première heure, qui n'est que pour faire de l'humour. Justement, par rapport à ce pitch qui est suffisamment, qui est loin d'être anodin justement, avec cet aspirateur hanté, le film s'en sert pour créer plein de situations totalement absurdes. En fait, là où est-ce que une des bases sur lesquelles le film va continuellement essayer de te faire rire, c'est sur l'absence de réaction totale de ces personnages, que ce soit par rapport à leur physicalité, hein, c'est quelque chose c'est quelque chose auquel je suis très attaché, que j'emploie souvent ici dans ces chroniques. Là, la physicalité, c'est par exemple plein de personnages qui vont rester très statiques, les bras le long du corps, debout, en train d'observer ce qui se passe sans réagir, sans aucun dialogue, etc. Ce qui vient ajouter, parce qu'il se passe quelque chose de fou devant eux, donc par exemple, je sais pas, un aspirateur qui leur parle, ou quelqu'un qui est blessé, qui tombe, et il y a une absence de réaction qui vient complètement contraster, et de ce contraste naît l'humour, naît le gag, et la plupart du temps, quand ça le fait, personnellement, ça m'a plié en deux. Et l'autre partie qui m'a fait rire, c'est que au niveau de l'absurdité dont je vous parlais, il y a un premier degré constant qui traverse tous les personnages, qui est assez hallucinant à voir. Genre par exemple quand il y a un aspirateur qui vient d'une chambre d'hôtel pour dire bon bah voilà, je veux rendre visite à mon mari, l'hôte n'est pas du tout choqué par le fait qu'il y ait un aspirateur, mais lui dit ah bah non, là c'est fermé, vous pouvez pas venir lui rendre visite. Voilà. Et donc voilà, le film va continuellement jouer sur ces deux pôles pour faire de l'humour, pour créer justement, comme je vous dis, un décalage qui fonctionne énormément. Et puis ensuite, de temps en temps, il va aller chercher des trouvailles visuelles, notamment à travers des interactions entre humains et du coup aspirateurs, mais par extension fantômes. Ce qui fait que c'est un film qui est, dans sa première partie, hyper inventif. Et justement, cette création, cette inventivité permet de rire énormément. C'est un film qui va essayer toujours de te surprendre, justement pour le rire. Comme le fonctionne l'humour absurde, c'est le fait que tu ne prédises pas la chute qui te fait rire, là c'est totalement ça. Puis, dans cette première partie, il vient mettre des bouts un petit peu moins humoristiques. Des fois, il enlève l'humoristique pour aller vers le mélancolique. Parce que oui, un fantôme, c'est quoi ? C'est l'absence, c'est la mort de quelqu'un. Justement, ici, le personnage principal a perdu sa femme, et c'est sa femme qui a hanté l'aspirateur. Donc, de temps en autre, le film va, par des raccords, par des regards, par des pensées, mettre un peu plus de mélancolie, en mode
c'est quand même sa femme qui vient de perdre. Est-ce qu'il va la retrouver à travers cet aspirateur? Donc, il y a tous ces moments où l'humour disparaît au profit de l'émotion. Et ça permet le basculement vers la seconde partie que je trouve un peu en deçà parce que justement la première partie est tellement un bonheur de création que la seconde qui se veut un peu plus, comment dire, entre gros guillemets académique parce qu'elle veut raconter quelque chose de plus profond, va un peu plus se calmer et surtout va tirer un peu plus en longueur. Ça, c'est un des défauts que j'ai sur l'ensemble du film, mais qui est axé sur la seconde partie. Je trouve que le film qui fait 2h10 a 15, voire 20 minutes en trop. Euh, parce que, en fait, vu qu'il veut créer de l'émotion, il se dit qu'il va baisser le rythme. C'est pas inintéressant, hein, même au contraire, hein, c'est effectivement quelque chose qui peut fonctionner. La première partie passe très très vite, mais à contrario, à baisser autant le rythme, ce qui fait que du coup ça accroche, ça permet moins aux spectateurs de s'investir. Néanmoins, ce qui est génial dans cette seconde partie, c'est que il va faire un peu une réflexion autour de la figure du fantôme. Qu'est-ce que le fantôme selon du coup le réalisateur? Le fantôme, c'est une personne qui est liée à un souvenir, et un souvenir, c'est lié à être oublié, c'est voué à être oublié. Parce qu'un souvenir, à part si tu le travailles constamment, ben, le temps passe et le temps efface tes souvenirs. Et donc s'il efface les souvenirs, il efface par extension la personne. Et ça, c'est quelque chose qui va ensuite traverser toute la seconde partie. Chaque fantôme est lié à un souvenir et ils vont du coup essayer de ne pas se faire oublier de par les vivants. Et ça, c'est dès le début. Dès le début, en vrai, le film commence là-dessus. Le film commence sur une fresque qui est détruite pour construire du coup un complexe, c'est un centre commercial. Et il y a beaucoup de poussière. Et là, le film te raconte tout. La poussière, c'est le souvenir, c'est le passage. Et on a une métaphore de l'industrialisation. Parce que, à partir de ce moment-là, qui sont ces fantômes? Que représentent-ils? Eh ben, il y a deux types de fantômes. Il y a les fantômes qui existent et qui hantent par l'amour. Ils ne veulent pas se faire oublier de par leur second. Et c'est là où le film surprend à nouveau, c'est tout l'aspect politique. Les fantômes sont des voix. C'est des voix qu'on va essayer de faire disparaître. Et le fait de pouvoir s'en remémorer est déjà un acte politique en soi. Et cet acte politique, c'est de faire en sorte que les fantômes existent et qu'ils ne meurent pas à nouveau. Et c'est vrai que c'est très surprenant de voir qu'un film qui a une direction aussi absurde et humoristique au début va ensuite venir aborder des vrais sujets, des massacres qui ont eu lieu dans le pays dans lequel le film a été tourné, pour dire voilà, on essaye de faire passer ça sur le tapis comme de la poussière, sauf que il faut se souvenir de ces voix. Ces fantômes, ce sont des gens qui racontent un passé qui a existé, et ce passé-là, c'est le fait qu'ils ont été des opposants politiques, et du coup, ils ont subi la répression. Et la répression, on va la retrouver chez d'autres personnages. La répression, c'est pas uniquement des opposants politiques, ça peut être aussi des ouvriers, ça peut être des personnes qui, du coup, des personnes qui sont en classe, des prolétaires, hein, des gens qui vont être, du coup, au service des plus riches, et aussi la question de l'homosexualité. C'est un film qui va avoir une trame autour de la question LGBT. Donc si tu mélanges tout ça, tu as un film hyper riche qui joue sur plusieurs tonalités, que ce soit des grands moments absurdes et humoristiques, et de l'autre, un pamphlet politique, et tout ça à travers la question du fantôme. Donc voilà, c'est un gros roller coaster d'émotions. J'ai énormément aimé le film. Comme je vous dis, le seul bémol qui m'empêche de totalement rentrer, c'est que le film a 15-20 minutes en trop, qui plombe un peu le récit, parce que sinon c'est d'une inventivité, c'est plein d'émotions, et je trouve que c'est un des très bons films de ce festival de Cannes. De toute façon, la semaine de la critique, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, nous régale cette année. Je sais pas qu'est-ce qui se sont passés, alors est-ce que c'est parce que je m'y intéressais pas, ou alors parce que cette année c'est particulièrement bon, mais la semaine de la critique nous régale. Il est temps d'aborder un film qui était une de mes plus grosses attentes de ce festival de Cannes, à savoir The Phoenician Scheme de Wes Anderson. Si vous me connaissez, vous savez que c'est tout simplement mon réalisateur préféré. J'aime tous ses films, même Rushmore, qui est celui que j'aime le moins, est un film que j'aime beaucoup. Et j'étais
ultra enthousiaste à la sortie de Asteroid City, que j'avais découvert justement il y a 2 ans à Cannes également. Les seuls films que j'ai pas vus, ce sont ces courts-métrages qu'il a fait pour Netflix, parce que j'ai pas Netflix et que je prends pas l'habitude de aller dessus, prendre le compte de quelqu'un, télécharger. Bon, bref, j'ai pas vu ces courts-métrages pour Netflix, donc c'est ces autres adaptations de Roald Dahl après avoir fait Fantastic Mr. Fox. Donc, je peux pas totalement dire s'il y a eu une transition entre Asteroid City et celui-ci à travers les courts-métrages. Néanmoins, en l'ayant vu, Wes Anderson est mon réalisateur préféré, donc oui, évidemment, je passe un bon moment devant. Après, c'est sympathique. Je trouve, c'est pas mauvais, hein. On est sur du Wes Anderson, le gars sait faire du cinéma. Par contre, je trouve que c'est un de ses moins bons. C'est un de ceux sur lesquels je vais le moins m'investir. Alors, pour l'histoire, très rapidement, c'est l'histoire d'un père misanthrope, il a plein d'argent, etc. Sauf que il est aussi, c'est quelqu'un d'espiègle qui a construit sa richesse sur la malhonnêteté, sur le fait d'être une mauvaise personne. Et donc du coup, il y a littéralement toute la planète qui le recherche, qui veut l'assassiner, qui veut le récupérer, et ça peut être autant des bandits que le putain de gouvernement. Je sais même plus si c'est américain, voire c'est international, mais bref, tout le monde veut sa peau. Et dans sa vie, il retrouve sa fille, et il va essayer d'avoir une sorte de rédemption auprès d'elle, et en faisant ceci, il va y avoir une rédemption autour de sa vie. Bon, c'est Emilia Pérez qui rencontre la famille Tenenbaum. Bon, j'exagère, mais ce sont des thématiques qu'on a l'habitude de voir, que ce soit chez Wes Anderson ou même de manière générale, donc c'est pas trop là-dessus sur lequel le film va totalement me parler, même si on retrouve l'aspect de la mère qui est absente, comme c'était le cas dans Asteroid City, mais qui traitait la notion du deuil à travers et la notion de l'art, et qui, encore une fois, Asteroid City est un des meilleurs Wes Anderson, clairement, revoyez-le si vous ne le pensez pas, c'est un bijou absolu. Là aussi, la mère est morte, et on va le traiter à travers plein de personnages qui vont dire à la fille, mais tu sais, moi, ta mère, je l'ai connue, etc. Mais ça va plus être un gag qu'autre chose. C'est ensuite avec la construction du père, avec sa relation qui vont évoluer tout au long du film, où du coup on va essayer de développer un petit peu plus ça. Par où commencer Tout d'abord, je vais commencer par un point qui revient souvent sur Wes Anderson. Je suis un grand admirateur de Wes Anderson, mais je suis aussi un grand défenseur de Wes Anderson. Parce qu'il y a quelque chose qui se dit souvent autour de son cinéma, c'est que ce serait un cinéma très répétitif, notamment au niveau de la forme. Et je suis pas d'accord, et ce film le prouve une nouvelle fois. C'est quelqu'un, Wes Anderson, qui se réinvente constamment, qui cherche constamment à filmer d'une manière différente, qu'il n'avait pas encore fait, ou de pousser un peu plus. Alors pour moi, l'exemple ultime, ça reste The French Dispatch, qui est un Wes Anderson qui est sympathique, mais beaucoup trop brouillon, qui tente plein de trucs, mais pour moi c'est un brouillon qui a permis à Asteroid City. Et l'exemple que je prends souvent, c'est la notion des split screen et du panoramique dedans, où est-ce qu'il fait du montage. Là, alors, la quasi-totalité du film ressemble à ce qu'on a déjà vu chez Wes Anderson, mais il y a une scène de duel où Wes Anderson va utiliser des caméras subjectives, où Wes Anderson va utiliser un montage très cut, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, ou en tout cas pas aussi rapide dans le montage, et surtout du grand angle. Le grand angle, c'est pas Wes Anderson, lui, c'est la focale, on va dire, moyenne, voire longue, sur des plans fixes, très symétriques, encore une fois, qu'on retrouve des panoramiques très maîtrisées, des travelling, et là, il se permet un peu plus de liberté. Il y a un élan de liberté, de créativité, juste au détour d'une scène, au détour d'un duel que je trouve, au passage, très drôle et vraiment bien filmé pour le coup. Et donc, là, je sens que Wes Anderson tente des choses. Alors, est-ce qu'il tente pour les réexploiter plus tard, ou juste il met un petit pied? Alors, c'est pas grand-chose, mais sur un cinéaste qu'on reproche de toujours faire les mêmes choses, ça n'est pas le cas. Après, au niveau du fond, effectivement, la question de la rédemption à travers la parentalité des enfants qui sont adultes et des adultes qui ont un comportement enfantin, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir depuis Rushmore, justement. Et la famille Tenenbaum est, selon moi, l'apothéose de son cinéma. De toute façon, je trouve son meilleur film, en tout cas mon préféré, avec Moonrise Kingdom. De toute façon, ce sont deux merveilles. Voilà, donc si vous les avez pas vus, sur Disney+, ils sont toujours, de toute façon,
allez voir ça, c'est vraiment trop bien, le début de Wes Anderson. Donc, voilà, il y a ça. Aussi, au niveau de la forme, si c'est un film qui va avoir une imagerie différente de ce qu'il a l'habitude, parce que, pour une raison que j'ignore, j'espère que je pourrai lui demander en conférence de presse, il a changé de directeur de la photographie. C'est-à-dire qu'en fait, son directeur de la photo depuis, je crois, la famille Tenenbaum, ou en tout cas Rushmore, donc depuis 25 ans, c'était Robert D. Yeoman, qui faisait une photographie si caractéristique du cinéma de Wes Anderson, qui était vraiment très belle. Et là, il est allé chercher le chef-op de Amélie Poulain, Bruno Delmonel, qui nous offre une image, alors, différente déjà, et j'irais apprécier justement cette imagerie peut-être beaucoup moins tape à l'œil que ce qu'il pouvait faire avant, ce qui a l'air d'avoir plu à certains. Maintenant, je vais aborder ce qui pour moi est un des points négatifs du film, c'est ce surplus. Alors ce surplus, on l'a depuis The Grand Budapest Hotel, ce qui fait que depuis The Grand Budapest Hotel, on varie entre du sympathique et du très bon, parce que je trouve qu'il a du mal à doser. Et là, pour le coup, malheureusement, cette idée de rédemption et de relation père-fille est pas parasité, c'est trop fort, mais en tout cas, est beaucoup trop ponctuée par rapport au bordel qu'est son histoire. Son histoire, il y a 1000 personnages, il y a plein de sous-intrigues, il faut que tel personnage donne tel type de pourcentage, etc. Et donc, on passe beaucoup plus de temps à essayer de comprendre ce que font les personnages qu'à essayer de savoir comment agissent les personnages entre eux, ce que ressentent les personnages. Et moi, ça va un peu me déranger parce que c'est une des rares fois où je prends un peu plus de distance avec le récit. Peut-être parce que Wes Anderson va en faire trop. Il y a aussi énormément de gags. Alors pour moi, la quasi-totalité fonctionne, mais du coup, ça vient un peu plus haché. Alors ensuite, il sait toujours quand c'est qu'il va mettre le gag en retrait pour construire un petit peu plus, pour développer un peu plus ses personnages, creuser leurs relations. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le film manque un petit peu de ça. Et je pense que c'est lié au fait que aussi, je trouve que le film est malheureusement trop court. Quand la fin arrive, je me suis dit, t'as pas tant exploité la rédemption que ça, et je trouve que là où est-ce que le film, parce que c'est un film de Wes Anderson, dit, voilà, la rédemption est terminée, moi je suis en mode, non, tu as à peine abordé le sujet, continue, enfin, je trouve qu'il manque, là où il manquait, il y avait 20-30 minutes, enfin, 20 minutes de trop, là il y a 20 minutes de moins, c'est très dommage, et j'aurais aimé aussi un peu plus de folie, de voyage. Alors, il y a un souffle d'aventure qui est super, on n'a pas l'habitude de voir Wes là-dessus, et c'est génial qu'il se le réapproprie, comme il le faisait un petit peu avec The Darjeeling Limited, mais voilà, après, ça reste très calme. Cependant, ce côté très calme est compensé par un travail de la direction artistique et notamment des décors qui est hallucinant. C'est d'une beauté, c'est d'une reconstitution phénoménale. On voit que les décors ont été construits en vrai. C'est une beauté infinie, d'autant plus que, comme souvent, Wes Anderson nous perd à travers le temps, à travers la situation géopolitique, où et quand se situe le récit. Là, on a des ordres d'idées, mais voilà, c'est un petit peu la vibe de Hercule Poirot. Voilà, on est dans cette vibe-là, et c'est magnifique, que ce soit le train, l'avion, la maison du personnage principal, tout ça est sublimé par le travail du décor. Et en plus, Wes Anderson, vu que c'est quelqu'un qui maîtrise du coup ses codes narratifs et visuels, il sait investir ses décors, il sait leur rendre honneur. Et du coup, je trouve que c'est un plaisir, pas tant pour les yeux au niveau de la photographie qu'au niveau comme je vous dis, du décor. Donc voilà, je trouve que c'est absolument merveilleux. Et je rajouterai juste un petit mot au niveau du casting. Alors, Wes Anderson euh, a toujours su diriger ses actrices, et quand ils viennent sur son plateau de tournage, ils savent à quoi s'attendre. Je trouve que Benicio del Toro, qu'on avait déjà vu, je crois que sa première c'était dans The French Dispatch, est très bon là-dedans. Il arrive à bien porter le film. Puis en plus, c'est un personnage qui va bien en souffrir, hein. Il va plusieurs fois se casser la gueule, il va nous faire de belles grimaces, et c'est super. Très content aussi d'avoir Benedict Cumberbatch qu'on retrouve depuis ses courts-métrages de Roald Dahl, qui lui offre un rôle pas possible, avec une barbe qui n'a aucun sens,
Et c'est génial. Et enfin, pareil, Bill Murray qui a 2 minutes comme beaucoup de fois en ce moment où est-ce que il met tous ses copains, même si c'est pour 2 minutes, mais il leur offre des rôles ubuesques au niveau de tout ce qui est costumier, costume et maquillage, c'est un petit bonheur. Et puis, c'est la première apparition de Michael Cera. Il est sans aucune surprise extrêmement bon, correspond parfaitement. C'est vraiment le style de Michael Cera dans l'univers de Wes Anderson. Ça correspond parfaitement. C'est un petit bonheur de les voir. Donc voilà, je Phoenician Scheme. Ça sort fin mai, début juin. Donc, allez le voir. Hein. Les fans de Wes Anderson, vous allez vous régaler. Voilà. Après, ne vous attendez pas à un film du niveau d'Asteroid City. Encore une fois, Asteroid City, c'est génial. Mais voilà, ne venez pas dire que c'est un film qui ne fait que répéter ce qu'il faisait avant, parce que ce n'est pas vrai. Allez, je suis resté beaucoup trop longtemps. On va finir sur un film sur lequel je vais être un peu plus rapide. Je vais vous parler de Astin Sem Efri Hair, ou The Love That Remains d'Ilnur Palmason. Palmason, je l'avais découvert avec Godland, que j'avais beaucoup aimé il y a 3 ans. Un certain regard, un film sur la foi et sur un prêtre qui arrive avec tout un questionnement sur la foi, et qui visuellement était très beau parce qu'il prenait des photos, et donc le film avait une manière de filmer les paysages qui était sublime. Donc là, je suis allé sans rien savoir de ce film, qui nous raconte l'histoire de un an d'une vie de famille où les parents sont en train de divorcer. Et c'est sympa. En fait, le point positif, c'est qu'il y a une ambiance qui accompagne tout le film. Et à l'imagerie de ce qu'il avait fait sur Godland, la force du film, ça va être la manière dont il va filmer cette terre. Alors je crois que c'est Islande, la terre d'Islande. On sent qu'il aime son pays, on sent qu'il aime les paysages et le lieu dans lequel il filme ses actrices. Il va prendre beaucoup de plaisir avec une certaine douceur, ou en tout cas, il va toujours sublimer les endroits où nos personnages vont interagir. Pareil, au niveau de l'écriture, je trouve que très vite, le film te dit que c'est pas un récit, et justement, pour l'avoir vu après le Wes Anderson, on sent c'est vraiment le jour et la nuit en termes de construction narrative, parce que là, on prend le temps, on va voir du coup la mère qui est artiste peintre, plasticienne, donc qui va faire ses constructions, le mari qui est tout le temps sur un bateau parce qu'il est marin, donc il se passe pas grand chose, même leur relation c'est très confus, et justement je trouve que le film arrive à bien capter ce moment d'incertitude où c'est sous-jacent, c'est ambigu, ça se sépare mais ça continue de se voir, ça vient manger à la maison mais ça y reste pas, etc. Donc je trouve que le film arrive à bien capter ça. Par contre, du coup par extension, le fait de ne pas avoir quelque chose de très défini, ce qui fait qu'on peut très vite se perdre. Moi au tout début j'étais en mode, attendez, ils étaient pas en couple. Ah non, ils ont divorcé. Ah ben non, bah si, ils sont en couple. En fait, j'avais peur d'avoir loupé des informations. Pas du tout, non, non. C'est juste que le film ne veut pas être en ligne droite. Il veut être en montagne russe, en haut, en bas. Un coup il s'aime beaucoup moins. Je trouve qu'aussi, le film a l'intelligence d'utiliser des codes symboliques pour justement raconter cette rupture. En fait, à un moment, le mari sur ce bateau va récupérer une bombe, il va devoir faire très attention, donc il va y avoir un jeu d'équilibriste. Le film s'ouvre sur une maison dont on retire le toit. Ce sont des images qui sont assez parlantes, parce que ça représente justement cette relation de couple qui est désormais un peu à ciel ouvert. Donc on a beaucoup plus vulnérable, et on a aussi du coup cette bombe sur laquelle il faut faire très attention. Il y a tout ce jeu d'équilibriste, mais pour moi, le symbole absolu, c'est cet arbre qui plante, dans lequel ils vont placer un épouvantail, un mentor, pour faire en sorte que l'arbre tienne, et sur lequel ils vont tirer plein de flèches. En fait, ça veut avancer, et en même temps, ça prend ses ruées de coups. Donc, voilà, je trouve que c'est un film qui se regarde. Il y a beaucoup de passages humoristiques, ce qui fait qu'on passe un très bon moment devant. Et puis il y a un chien qui joue super bien, Panda, qui s'appelle, donc magnifique nom. C'est une Palme Dog assurée. Donc voilà, c'est bien. Après, voilà, au niveau de l'investissement, il faut rentrer dedans. Il n'y a pas tant d'investissement à faire, c'est juste se laisser porter. Voilà.
Eh ben écoutez, c'est sur ces doux mots que je vais vous quitter. Voilà, c'était 3 films sympathiques, avec un petit coup de cœur sur Un fantôme utile, dont j'espère qu'on aura un distrib et une date en France parce que ça vaut vraiment le coup de le voir. Vous, ben merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes à Cannes, bon festival. Si vous n'êtes pas, bon courage pour la semaine qui arrive. Merci d'avoir écouté. On se retrouve demain pour je sais plus, là il est 1h30, il faut que j'aille me coucher. Mais bref, gros bisous, profitez bien et on se dit à demain pour certainement des bons films. Salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.